Chapitre 10. La faille. Après seulement 1 heure, j'en ai déjà plein le dos. Patrick nous mène un train d'enfer. Ce gars est dans une forme éblouissante, pas même essoufflé. À peine s'il transpire. Je ne sais pas où les autorités du camp ont recruté les menteurs, mais ça devait au moins être dans les forces spéciales de l'armée. Pour ce qui me concerne, j'ai l'impression de me disloquer. Chacun de mes membres me fait un mal de chien. Mes muscles hurlent à la mort. Sans parler du creux douloureux dans mon estomac. Samia, Johanna et Erwan ont l'air de moins souffrir. S'ils tiennent le rythme imposé par notre guide, qui a revêtu pour la circonstance un pantalon et une veste de treillis, ainsi qu'une paire de rangers semblables à celles qui nous ont été distribuées avant le départ du camp. On crapahute dans la forêt en suivant un chemin caillouteux qui grimpe en pente douce. Les stagiaires se sont élancés par ordre d'ancienneté, les départs étant espacés les uns des autres d'une dizaine de minutes. Mon groupe ferme la marche juste avant celui des appos, resté le dernier sur la grande place du camp sous la surveillance du mentor barbu. Tout à l'heure, j'ai adressé un petit coucou à Thomas en l'apercevant au milieu de ses nouveaux équipiers, mais le gamin n'a pas réagi. Peut-être qu'il ne m'a pas reconnu, tout bêtement. Je ne me souviens pas avoir autant marché de ma vie, surtout dans un pareil environnement. Jusqu'ici, je n'ai repéré aucun signe d'activité dans le coin, pas trace de véhicule, aucune coupe fraîche dans le sous-bois, pas de panneau indiquant d'éventuels itinéraires de randonnée. C'est à peine si on surprend le chant d'un oiseau de temps à autre. J'ignorais que la nature pouvait être si calme, au point de stresser une habituée du grand cirque urbain comme moi. Je reste néanmoins attentive à l'affût de la moindre information susceptible de m'aider à me repérer le moment venu. « Tu entends » me demande Erwan, rompant le silence pour la première fois depuis notre départ. Je tends l'oreille. Je perçois maintenant un bruit de fond, comme le bourdonnement électrique d'une rame de métro, qui enfle à mesure que nous avançons. Le sentier s'interrompt soudain en lisière de forêt, là où une faille profonde coupe la montagne en deux. Le tumulte assourdissant monte du fond de la crevasse, large d'une dizaine de mètres environ. Sur l'autre bord, un chaos de rochers moussus dévale à pic jusque dans le lit d'un torrent en furie. « Il va falloir traverser », annonce Patrick, obligé de crier pour se faire entendre. « On attend qu'il nous pousse des ailes ou quoi ?» lance Samia. « Il y a plus simple », rétorque le mentor en pointant l'index vers l'amont. Mon sang se glace quand j'aperçois les câbles tendus entre les poteaux plantés sur chaque versant. Dans l'axe du dispositif, 2 minuscules plateformes s'avancent au-dessus du vide, l'une en face de l'autre. Patrick prend position au bout de l'avancée constituée de rondins et s'empare d'un des câbles. En quelques mouvements, il ramène du bon côté une espèce d'étrier métallique pendu au bout d'un fil auquel s'accroche également une lanière munie d'un mousqueton. Un système de poulies permet de faire glisser le tout dans un sens ou dans l'autre, à grand renfort d'huile de coude. « À qui l'honneur ?» demande Patrick. J'ai peur de comprendre. Samia se décide la première, le mentor l'aide à placer ses pieds dans l'étrier, boucle la lanière autour de sa taille, vérifie que le mousqueton est correctement arrimé. Il lui donne une tape dans le dos pour l'encourager et s'écrie « C'est le premier pas qui coûte !» Puis il tire un coup sec sur le câble. Le cri de Samia résonne et rebondit d'une paroi à l'autre de la crevasse, tandis qu'elle plonge dans le vide, faisant ployer les cordes d'acier sous son poids. Patrick se tourne vers Erwan et commande « Prends ma place, tu es le plus costaud du groupe. Tu passeras en dernier et je tracterai, puis, une fois arrivé de l'autre côté, tu m'aideras. » Erwan s'exécute sans grand enthousiasme. Songeant à la blessure à l'épaule qu'il m'a montrée tout à l'heure, je comprends ses appréhensions. Le premier mouvement lui arrache une grimace. Il serre les dents et tire une nouvelle section de câble, amenant Samia à mi-course. « C'est géant !» hurle cette dernière. « Du pur fun !» Johanna mêle son cri joyeux à l'écho qui renvoie les derniers mots de sa sœur. Ces deux-là ont l'air de prendre leurs pieds. Patrick également, qui élève le pouce en direction de Samia suspendue au-dessus du jacuzzi infernal. Je ne peux empêcher des images de chutes libres et de membres tordus de défiler devant mes yeux. Je n'avais encore jamais eu l'occasion de le vérifier, mais je suis certaine à présent d'être sujette au vertige. J'en informe le menteur qui me réplique à l'oreille, détachant chaque syllabe pour se faire comprendre. Tu te trompes, Lou. Ce que tu ressens, c'est de la peur et rien d'autre. Le stage va te permettre de te dépasser, de grandir. On devient adulte en abandonnant ses émotions primaires. Pour cela, il y a plusieurs solutions. La plus simple consiste à les affronter en face. Drôle d'endroit pour un cours de psycho. Au moins, j'aurais détourné l'attention du menteur pendant qu'Erwan achève péniblement de haler sa charge.
Une fois sur l'autre plateforme, Samia décroche lanière et mousqueton et nous adresse de grands signes. Patrick lui répond puis m'informe. « Tu passeras la prochaine. » Je crois que je vais vomir. L'étrier ne met qu'une poignée de secondes à revenir de notre côté, sûrement les secondes les plus décisives de mon existence. Si je flanche maintenant, que se passera-t-il? Est-ce que j'aurai jamais une autre occasion de quitter le camp et de tenter ma chance? Sans compter qu'Erwan se sentirait trahi après ce que je l'ai poussé à faire. Ok, j'y vais. Patrick m'accompagne sur la plateforme pour maintenir le filin immobile pendant que je cale mes rangers dans l'étrier. J'essaie de ne pas croiser le regard d'Erwan, ce qui s'avère finalement une erreur car du coup je baisse le nez, aperçois à travers l'interstice qui sépare deux rondins le moutonnement tumultueux de l'écume formée par l'eau se fracassant contre le roc 50 mètres plus bas. Un déclic m'avertit que Patrick a bouclé le mousqueton autour de ma ceinture. « Tu vas y arriver » m'encourage-t-il. Sans attendre ma réaction, il me donne une vigoureuse tape dans le dos. Je suis aussitôt aspirée par le vide. J'ai l'impression que mon cœur me remonte dans la gorge. Je dois crier parce que j'ai la bouche grande ouverte, mais je n'entends pas le ricanement du torrent qui se moque de ma faiblesse. Soudain, une main se referme autour de mon poignet. Je rouvre les yeux, Samia rigole. « T'as pas fait dans ton froc, au moins ?» Je n'en suis même pas certaine. Je prends pied sur la terre ferme, sans rien dire, suffisamment honteuse de mon attitude. Johanna et Erwan, ce dernier tracté par Patrick, effectuent la traversée de manière plus digne que je ne l'ai fait. Puis, c'est au tour du mentor de jouer les acrobates. Erwan hésite un instant avant de lâcher le filin et l'étrier. Ce serait facile de l'abandonner. Ce con de l'autre côté, me souffle-t-il. Sauf qu'il lancerait aussitôt l'alerte et qu'on se ferait repérer, c'est trop tôt. Tu dois avoir raison. Mon partenaire semble déçu. Je comprends son impatience à fausser compagnie à cette bande de tarés, mais nous n'avons pas droit au moindre faux pas. Le temps que Patrick nous rejoigne, une nouvelle équipe de randonneurs déboule du sentier au pas cadencé et s'immobilise en randonnion devant la plateforme d'envol. On distingue parfaitement l'écusson rouge cousu sur les combinaisons des APO. « Putain, il marche à quoi, ceux-là » s'écrie Samia. « À la plus farouche détermination qui soit, » répond Patrick. « Prenez-en de la graine. Bon, on se remet en route. » Le sentier longe le bord de la falaise sur une centaine de mètres avant de s'enfoncer à nouveau dans la forêt. Je me débrouille pour traîner à l'arrière du groupe. Dévoré par la curiosité, je ne peux m'empêcher de jeter des coups d'œil par-dessus mon épaule. Le spectacle auquel j'assiste me stupéfie. D'abord, le doyen des menteurs rejoint son équipe, d'un pas tranquille. Garçons et filles demeurent figés dans une sorte de garde à vous, tandis que le barbu leur donne des ordres. C'est du moins ce que son attitude laisse supposer. D'un geste, il indique la plateforme, puis désigne un appôt. Celui-ci semble renâcler, sans doute terrorisé comme je pouvais l'être avant de me décider à faire le grand saut. Alors le menteur exhibe un petit objet noir, pas plus grand qu'un cône de poche, qu'il approche de la nuque du récalcitrant. Aussitôt le stagiaire redresse fièrement le menton et s'avance d'un pas résolu jusqu'au bout de la plateforme. Une fois l'étrier ramené du bon côté, il se jette dans le vide sans aucune hésitation. Le barbu utilise son bidule avec les autres appos, toujours de la même façon, avec à chaque fois le même résultat. Son tour venu, Thomas ne jette même pas un coup d'œil sur les eaux qui bouillonnent dans le fond de la gorge. Les pieds calés dans l'étrier, les deux mains cramponnées au filin, il demeure impassible tandis que son mentor actionne le câble de traction. C'est enfin au tour du barbu de franchir l'obstacle. Mais je préfère ne pas m'attarder et je me remets en marche. Comme mon propre groupe a pris de l'avance, je suis obligée de hâter le pas pour ne pas me faire distancer. Au moment où j'arrive à hauteur de Patrick et de Johanna, un cri de détresse s'élève devant nous, suivi d'un appel à l'aide. Nous démarrons au quart de tour. Passé une courbe, le chemin fait un détour pour éviter un gros arbre et son fouillis de racines apparentes et frôle à nouveau le bord de la falaise. Erwan se tient penché au-dessus de l'abîme, la tête entre les mains. Seul. « Sam! Où est Sam ?» se met à hurler Johanna. « Elle a glissé. J'ai rien pu faire. Elle s'est approchée pour voir en bas et elle a glissé. »